Rebonsoir et on prolonge ce documentaire ce soir dans Droit de suite pour s'interroger sur le progrès comme gage d'un avenir meilleur pour les êtres humains, avec pour en parler sur ce plateau 4 invités ce soir. Roland Lescure pour commencer, bonsoir. Vous êtes député La République En Marche, représentant les Français établis en Amérique du Nord, mais surtout ce soir, nous recevons le président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Et vous êtes d'ailleurs économiste de formation. À vos côtés, François Stiegel, bonsoir. Vous êtes le coéditeur et directeur de la publication du trimestriel Oui Demain, dont on découvre la couverture en même temps que je vous présente, avec cette formidable photo de une, Erika, une humanoïde sur la droite et son modèle humain sur la gauche, et un dossier spécial consacré à l'intelligence artificielle dans ce nouveau numéro de Oui Demain. Votre truc à vous dans Oui Demain, c'est justement le progrès, c'est l'innovation, c'est l'avenir, c'est l'époque. C'est raconter ce monde qui se dessine chaque jour. On est né il y a un peu plus de 5 ans maintenant, et si on revient 5 ans en arrière, on s'aperçoit quand même que ça avance et que ça avance très très vite dans tous les domaines. On va voir ça avec vous dans un instant. Axelle Lemaire est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne secrétaire d'État chargée du numérique et de l'innovation. C'était entre avril 2014 et février 2017. Un poste où vous avez notamment eu en charge un projet de loi pour une république numérique. On vous a assez peu vu, ou pour pas dire pas vu, depuis les élections passées. Et je tenais à vous remercier ici à Droit de suite, parce qu'en quelque sorte, vous faites votre rentrée médiatique dans cette émission consacrée au progrès, à l'avenir, au futur. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis enfin avec nous, Cyril de Souza Cardozo, bonsoir. Vous êtes directeur associé de la société Audalum, spécialisée dans l'accompagnement à l'innovation, notamment dans les territoires. Et vous êtes le co-auteur avec votre compère Jean-Christophe Messina de ce livre, Art de l'innovation, publié aux éditions Erol. Merci à vous aussi d'être avec nous pour ce Droit de suite. On va revoir tout de suite un premier extrait. Il s'agit de Bernard Robert, qui est philosophe et qui s'exprime sur justement les 30 Glorieuses et la manière dont ont été vécues ces 30 Glorieuses dans notre pays, selon lui. Regardez. Donc il y avait un progrès très technique, technologique, de choses nouvelles, consommer ces choses nouvelles, et en même temps il y avait une sorte de croyance, de foi dans le progrès, comme quelque chose d'un peu univoque, une sorte d'autoroute. Ça s'imposait. C'était continu, ça n'allait pas s'arrêter, c'était positif, c'était que positif. C'était que positif, dit-il en parlant des 30 Glorieuses que nous avons revécues à travers le film que nous venons de voir. C'était que positif, vraiment, ça a été vécu comme tel par les Français, par les Européens aussi, ces fameuses 30 Glorieuses. Oui, principalement, en effet, on sortait de la guerre, tout était détruit, donc inévitablement, le progrès, c'était la reconstruction. C'était justement répondre à ces manques qu'il y a eu à une époque, on était limité. Et donc, inévitablement, en effet, la croissance, c'était pour eux quelque chose de vraiment de nouveau, quelque chose de positif. Alors même qu'à la même période, commence la fin du scientisme, la fin de la croyance scientifique, puisque notamment on a la bombe atomique, des 30 Glorieuses démarre pourtant avec ça. Et donc, ils commencent déjà, cependant, à avoir... Il y a un doute. Voilà, exactement. Un doute à la même époque. Alors le bonheur, synonyme de bien-être matériel. C'est quelque chose de très matérialiste, la manière dont ont été vécues ces 30 Glorieuses. Oui, à cette époque-là, c'est consommer, avoir, c'est le bonheur. La question, c'est aujourd'hui, quand le modèle a un peu perduré, quand la construction s'est opérée, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le bonheur, c'est avoir ? Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une crise d'essence, principalement à cause de cela. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé votre documentaire, mais j'y ai trouvé quand même 2 grands absents. Oui. Et 2 grands absents qui sont aujourd'hui bien plus présents qu'à l'époque. Oui. Un, il y avait quand même le mur de Berlin. Oui. Et donc le bonheur qui se définissait, oui, comme une société de consommation, de plénitude et de bonheur, mais qui se définissait aussi en opposition face à un autre modèle qui était en émergence et qui essayait lui-même de définir sa vision du bonheur. Je pense que ça a servi de ciment et de catalyse pour la société de l'époque qu'on n'a plus aujourd'hui. On se définissait en partie en opposition à. Et le deuxième grand absent, c'est les pays émergents. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce développement de la croissance dans les pays occidentaux, il s'est fait d'une certaine manière un peu au détriment
des pays qui, à l'époque, étaient en voie de développement et loin d'être émergents, avec un pétrole qui était sous-tarifé, et des pays qui, d'une certaine manière, finançaient la croissance. Et ça, c'est complètement différent maintenant. On a des pays en émergents qui revendiquent leur part de bonheur, d'abord, mais aussi leur part de progrès et leur part de croissance. Et donc, on se retrouve dans un monde aux ressources bien plus rares qu'à l'époque. François Siegel, d'ailleurs le documentaire s'arrête quasiment en 68 et on nous dit en 68, c'est vrai, il y a eu la révolution contre une forme de surconsommation, c'était ça. Il prouve que les meilleures choses ont toujours une fin. Mais les 30 Glorieuses, elles ne s'arrêtent pas vraiment en 68 pour être honnête. Les 30, c'est les 40. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un modèle de croissance sûrement unique dans l'histoire, je dirais, par son taux, par la richesse qu'il allait apporter, etc., et qui va être difficilement reproductible. Ce qui est aussi très intéressant, c'était quoi la France d'avant les 30 Glorieuses? La France d'avant les 30 Glorieuses, regardez l'école aujourd'hui, c'était le maître sur un pupitre, le pupitre était surélevé, on ne s'adressait pas directement à l'instituteur, on posait la question, on apprenait par cœur les départements, on apprenait par cœur les colonies, parce que la France était encore la France des colonies, la France des années 50, 60, ça n'avait pas été encore décolonisé, et tout ça c'est relativement important, et arrive effectivement ce progrès technique, ce progrès absolument formidable qui fait que la consommation arrive, l'électroménager, mais d'un autre côté, la cuisine... Le modèle américain, l'American Way of Life. La cuisine, c'était la seule pièce chauffée. Je crois qu'il y avait 17% avant 50, il faut savoir qu'il y avait 17% des foyers français qui avaient le chauffage ou qui avaient une salle de bain. Donc il y a eu un bouleversement formidable. Là-dessus, on fait le Concorde, on fait le paquebot France, je vous dis pas ça dans le désordre, mais en gros, c'est une France de conquête. Et puis d'un seul coup, on perd ses colonies et arrive aussi mai 68. Voilà. Donc je pense que pour intégrer le débat sur le futur, les Français pendant cette période-là, ils en ont pris plein la gueule, globalement, entre le passage du passé à l'avenir, la grandeur, et puis d'un seul coup arrive l'environnement qui s'invite aussi qui s'invite à la table et qui oblige aussi à reprendre effectivement les données. Ouais. Ça sera pour le plus tard. Il y a toujours une forme de nostalgie, Axel Lemaire, lorsqu'on parle des 30 Glorieuses. Vous la comprenez, cette nostalgie, vous qui incarnez aussi une nouvelle génération de responsables politiques. La caractéristique principale de ces 30 Glorieuses, c'est le plein emploi. Et ça n'a jamais été retrouvé. À l'époque, le chômage dit structurel n'existait pas. Mais au-delà de ça, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le reportage, c'est la notion de progrès et ce en quoi elle est centrale dans le développement économique et social de l'époque. Et je compare à aujourd'hui, moi j'étais en charge de l'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire l'innovation ? L'innovation, c'est un moyen pour aboutir à une fin qui devrait être celle du progrès. Or, pendant les 30 Glorieuses, on parlait beaucoup de progrès avec cette idée que les technologies, les avancées scientifiques aboutiraient au progrès qui lui-même serait garanti du bonheur humain. Or, aujourd'hui, on a parfois l'impression que l'innovation est une fin en soi et que finalement, on ne sait pas tellement où elle va nous mener. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se situer dans l'histoire par rapport à ces 30 Glorieuses. Il y a eu les 3 décennies de plein emploi et d'explosion matérialiste du bien-être économique, suivies de 3 décennies d'ouverture au monde, de flux de marchandises, de flux de capitaux, de capitalisme beaucoup plus financiarisé aussi, d'apparition du chômage, avec une croissance des droits sociaux et politiques qu'on oublie, parce que les droits politiques, par exemple les droits des femmes, étaient relativement peu développés pendant les 30 Glorieuses. Et aujourd'hui, ces 2 périodes sont terminées. On voit qu'on cherche un nouveau modèle, on voit qu'on est arrivé à bout de souffle d'un modèle industrialiste, disons, productiviste, qui tire uniquement la croissance. Des problèmes comme le développement... Et donc vous êtes d'accord pour dire peut-être qu'on n'a plus cette même perception positive du progrès aujourd'hui, compte tenu de tout ce que vous venez de nous dire ? Je pense qu'il faut de nouveau lui donner un sens, c'est-à-dire se demander, notamment avec la crise climatique, à quoi doivent servir les technologies. Ça, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ça a été dit tout à l'heure, on sortait d'une Seconde Guerre mondiale absolument horrible, à la fois dans la manière dont ça s'est déroulé, dans les conséquences qu'elle a eues sur l'ordre économique mondial. Donc il y avait un objectif très simple dans un premier temps, qui était reconstruire et donner à manger aux gens. Enfin, la politique agricole commune, qui est une énorme innovation politique et technologique, c'est avant tout comment on donne à manger aux Européens. On était sur ces basiques-là, ces fondamentaux-là. Il ne faut pas oublier non plus qu'à l'époque, il y avait du financement. Le plan Marshall, c'était évidemment un moyen fantastique de l'économie américaine d'exporter son modèle économique, mais c'était aussi de l'argent qui permettait de développer ce progrès technologique.
On a eu ensuite la guerre froide, on en parlait tout à l'heure, qui a été aussi d'une certaine manière une manière de financer le progrès technologique. L'Internet est le petit bébé de la guerre froide. On n'aurait sans doute pas eu l'Internet sans la guerre froide. Et là, on se retrouve maintenant avec un vrai défi qui est de donner du sens au progrès et de trouver des manières de le financer différentes. Parce qu'on parlait tout à l'heure du Concorde. Et du Donc, vrai défi, de redonner du sens au progrès. Vous êtes redonner du d'accord avec sens au ça, français et au progrès. Au progrès, oui. Ça aussi. Redonner du sens au progrès et surtout trouver des manières différentes, d'une certaine manière, de le faire émerger. Ouais. Et comment est-ce qu'on redonne du sens au progrès aujourd'hui, en 2017 ? Parce que c'est, compte tenu de ce qui a été dit là, c'est la question qui semble se poser, donc. Le problème du sens, il est majeur là. Et ce qui m'a marqué, moi, dans le reportage, c'est que finalement, on se retrouve avec les bénéfices de ces 30 glorieuses, de cette période de croissance, mais on n'a pas changé nos indicateurs non plus. C'est-à-dire qu'on a aussi hérité de cette période des indicateurs, et l'indicateur principal qui est celui de la croissance. Ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on peut se poser cette question. Est-ce que cet indicateur de la croissance est l'indicateur pertinent pour juger le progrès, justement, de nos sociétés ? Parce qu'aujourd'hui, plus de croissance, c'est quoi ? C'est plus de consommation. Et donc, en effet, est-ce que ça a du sens ? Indicateur, exemple, le PIB. Exactement. Produit Le PIB, intérieur. le produit intérieur brut. Et, Qui mesure la croissance, qui est tout à un fait. indicateur de croissance. Exactement. Vous souhaiteriez remettre en En tout cas, que ça ne soit pas cause aujourd'hui, par exemple. l'indicateur. Exactement. Est-ce que ça devrait rester l'indicateur principal Ouais. d'estimation, en tout cas du jugement du progrès d'une société ? Ça peut nous interroger. Ah mais ça, c'est tout à fait vrai. Mais pourquoi on a autant de mal à s'en débarrasser de ces années-là ? C'est globalement parce que globalement, ça fonctionnait, quoi. Et puis, on a du mal, les hommes politiques, en tout cas, ont du mal à raisonner autrement qu'en termes de croissance, parce qu'ils sont incapables de développer un nouveau modèle, puisque le nouveau modèle, ils l'ont pas expérimenté. Juste une chose aussi, avant de solder, pour solder on va dire, l'efficacité de ces années-là, ça n'a pas apporté que la consommation qui a effectivement contribué à détruire la planète, ce qui est une certitude. Ça a en même temps apporté l'éducation, moins de guerre et la santé globalement dans le monde. Hein. Je veux dire, c'est pas rien, mais le monde aujourd'hui se porte mieux qu'il se portait il y a. Et ça, on peut pas le contester. Maintenant, effectivement, il faut savoir inventer un nouveau modèle. Inventer un modèle uniquement basé sur la croissance. D'abord, est-ce qu'on saurait revenir à des taux de croissance qui seraient, on va dire, qui nous permettraient effectivement de réassurer le plein emploi, etc. C'est pas gagné. Faut-il encore qu'on s'y attelle et quels sont les moyens d'y arriver ? Voilà, je ne sais pas si on va parler de ça. On va en parler tout de suite. Voilà. Et d'ailleurs, on va revoir un autre extrait de ce documentaire pour peut-être entamer cette deuxième partie de la discussion. Parce qu'il était question des ressources planétaires dans ce documentaire. Regardez. Dans ce film du début 60, visiblement, on ne prend pas la pollution au sérieux. Ce n'est pas cette pollution qui gênait la conviction consommatrice d'alors. Et on érigeait des monuments à sa gloire. Elle est formidable. Quelle merveille. Tu es génial. Chic à l'heure. Sensationnel. Quel amour. Jérôme et Sylvie, eux, vivaient toujours ce monde des miracles impossibles, des rêves imbéciles qui ne tenaient pas debout. Heureuse ? Comblé. Empilement à l'équilibre précaire qui laisse entrevoir un écroulement rapide. Triste découverte de la modernité, consommer, c'est polluer. Produire, c'est aussi détruire. Et oui, pour rebondir sur ce que vous disiez, produire, c'est aussi détruire. Peut-être n'était-ce pas dans les esprits encore tout à fait à la fin des années 70. Mais aujourd'hui, ça l'est bien dans les esprits, puisque nous produisons aujourd'hui, nous consommons plus que les ressources de la planète ne peuvent le permettre. C'est ça la problématique qui vous amène à dire aujourd'hui, il faut réinventer un modèle, une croissance et peut-être une forme de progrès. Mais sans oublier quand même qu'il y a encore des gens dans le monde qui ne mangent pas à leur faim. Il y a encore des gens qui aspirent à ce modèle de développement économique dans les pays émergents dont on parlait tout à l'heure. Moi, ce qui m'a frappé dans le documentaire, il y a un auteur que j'adore qui s'appelle Roland Barthes qui parle de la déesse comme la nouvelle cathédrale gothique du siècle. Hein. Bon, c'est quoi nos nouvelles cathédrales gothiques au XXIe siècle ? Ce sont sans doute plus des objets de consommation. On pense à la plus grande chaîne d'hôtels au monde, qui est maintenant une chaîne d'hôtels Airbnb, pour ne pas la citer, qui ne détient pas une chambre d'hôtel, la plus grande compagnie de taxi qui ne détient pas une seule voiture. Et si je vous dis décroissance, Roland Lescure, est-ce que c'est tabou est-ce que l'heure est à imaginer peut-être la décroissance ? Il n'y a rien de tabou à cette heure-ci. Moi, je crois plutôt à une croissance soutenable qu'à une décroissance.
Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de gens qui aspirent à un vrai développement économique, y compris pour sortir de la pauvreté, à qui on ne peut pas dire « vous restez, merci, nous on a fait le chemin, on a eu nos 30 glorieuses, pour vous ce sera les 30 désastreuses ». Donc on se doit de partager mieux la croissance, on doit surtout la rendre plus durable. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que ça peut être une manière de réinventer un nouveau mode de croissance en inventant justement les manières de rendre la croissance plus durable. Donc toutes les nouvelles technologies qui vont nous aider à mieux les gérer, les enjeux d'environnement, les enjeux de nutrition et les enjeux finalement de développement économique. Décroissance. C'est vrai qu'il faut aussi se situer géographiquement et pas uniquement historiquement. Bien sûr. Je rentre de Chine. Il se trouve que la Chine va voir son Ils y sont secteur, en plein dans les 30 glorieuses, là, les Chinois, non? va voir son secteur de l'automobile exploser dans les années à venir, et on considère que 80% de la demande n'est pas encore remplie. Donc le marché va se déployer énormément dans les années à venir jusqu'en 2050. Et un des principaux problèmes que... les biens de consommation, la voiture, tout ce qu'on a vu dans ce documentaire aujourd'hui, c'est ce que vivent les Chinois, c'est cet accès aux biens de consommation. Alors, avec un problème très réel qui est celui de la pollution, qui a des conséquences directes sur la santé des Chinois, et donc qui est pris très au sérieux par les pouvoirs publics. Donc on y est bien dans le problème environnemental. Et aussi un problème qui est que les usines polluent, et que les usines aujourd'hui n'ont pas monté en gamme dans leur équipement de production, et donc polluent beaucoup, sont peu efficientes, et donc il faut remplacer l'appareil productif. Et on voit bien que ce rythme-là et les questions qu'il se pose, eh bien, ce n'est pas le même que celui des pays occidentaux, d'où la difficulté de conjuguer ces problématiques qui sont différentes à l'échelle de la planète. Mais c'est là où l'environnement s'est vraiment invité, et de façon impressionnante. Parce que globalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans nos civilisations, on vit, mais les chiffres qu'on annonce sont quand même terrifiants, quoi. On parle de 400 000 morts par an en Europe dus à la pollution. D'un seul coup, ça devient la première pandémie. Globalement, les rivières sont polluées. Je ne parle même pas, vous voyez, qu'on soit, on va dire, tenant de l'écologie, l'environnement ou sceptique, les chiffres sont là, quoi. Je veux dire, la détérioration de la planète, des matières premières, tout ça, elle est là. Donc il faut faire quelque chose, parce que globalement, on vit plus. On meurt de ce qu'on bouffe, quoi, globalement, parce que si on laisse le soin à l'agroalimentaire, effectivement, de s'occuper de notre santé, ça se passe pas très très bien non plus, globalement. Hein. On nous refile n'importe quoi, et je parle pas du glyphosate et autres subtilités qu'on peut trouver indirectement dans nos assiettes. Donc là, il faut faire quelque chose tout en réinventant un nouveau modèle. La Chine, ils étouffent parce que c'est le charbon. Le charbon va encore rester pendant très longtemps la première énergie au monde. C'est la première, elle est indétrônable. Et le problème qui va se poser à la France, en fait, très clairement, et qui est une question complexe, c'est on a perdu 30 ans avec le charbon. Hein, déjà, à vouloir maintenir des industries obsolètes. On est en train de refaire la même chose avec le nucléaire, globalement, hein, puisque... Je ne dis pas que ça ne soit pas utile, dans un premier temps. Globalement, aujourd'hui... Je ne suis pas sûr qu'on fasse tout à fait la même chose, parce qu'il y a quand même un engagement vers une réduction importante du nucléaire. Il y a un engagement sur une réduction, mais globalement, le nucléaire, c'est un monstre. On s'aperçoit qu'on ne sait pas l'arrêter, en clair. On ne sait pas l'arrêter, on ne sait pas le démanteler. Il faut peut-être 100 ans pour démanteler une centrale. C'est impossible, quoi. C'est globalement impossible. Et Dieu sait si ça a été un élément de progrès mis en avant dans la deuxième partie du XXe siècle. Donc, en fait, aujourd'hui, l'avenir... selon un peu moi, mais bon, moi, je n'ai pas matière à être péremptoire, mais il faut absolument qu'ils se construisent autour de deux pôles, essentiels en tout cas dans le maintien, dans le développement d'une économie. C'est l'économie digitale, c'est l'économie numérique, parce que ça, on ne passera pas à côté, ça c'est clair. Et le risque de passer à côté, c'est de rater encore une révolution. Et c'est quoi les champions français dans le numérique et dans le digital? On peut aussi se poser des questions. Hein, en tout cas, on a déjà des beaux champions américains dans ce domaine. Évidemment, l'environnement. Les champions américains, ils ne sont pas français. Donc deux pôles, environnement. Évidemment, c'est les deux pôles essentiels de développement. Et digital. Bon, ben voilà. Et c'est autour de ça qu'il faut construire. Voilà. Alors François Chégel nous envoie dans l'avenir avec deux pôles de développement à venir. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, en tout cas, ces deux pôles, ils vont être majeurs. Je pense que par rapport aussi à ce qu'on disait, par rapport, est-ce que c'est la décroissance ou pas, c'est plutôt dire, non, c'est l'indicateur de la croissance qui est juste pas pertinent aujourd'hui pour nous. Alors après, c'est vrai, il y a ces autres pays issus, ce qu'on appelait avant le tiers-monde, et ces pays en voie de développement aujourd'hui, qui sont en phase de croissance. Alors je ne pense pas que leurs 30 glorieuses seront les nôtres, inévitablement parce qu'ils sont confrontés à d'autres défis. Donc ils ont une croissance qui va être
la leur, ils vont avoir des problématiques qui sont aujourd'hui les leurs, avec des prises de conscience, parce que là où, dans le reportage, on voyait, nous, des agriculteurs qui mettaient des pesticides partout, je pense qu'il ne va pas y avoir la même réflexion tout à fait là-bas. Mais la question se pose quand même déjà, nous, à notre niveau, nous qui avons atteint un peu ce qu'on pourrait appeler le pays d'abondance. Finalement, nous déjà, est-ce qu'on est capable de réinventer le modèle d'après? Parce que l'idée, c'est pas de se dire qu'il faut Oui, mais déconstruire. attendez, dans ces pays-là dont on parle, la Chine, l'Inde, Modi, Premier ministre de l'Inde, se présente comme le leader du numérique dans sa zone d'influence. Et la par Chine, exemple. Donc, et la Chine ils est sont la déjà première. dans ces pôles de développement que vous évoquez. Et la non Chine est la première économie de l'environnement. Ils ont décrété le fait que leurs véhicules seraient tout électriques ou en tout cas non consommateurs d'énergie fossile. Ils sont en train de construire des énergies renouvelables à un rythme non égalé partout. Et évidemment, au-delà de la croissance, de la stratégie d'économie soutenable parce qu'ils meurent de la pollution, il y a aussi une stratégie de conquête du monde. Parce que ce sont aussi les industries de demain. Et donc vous parliez des géants du numérique américains. Il y a aussi quelques géants du numérique en Chine et il va y avoir des géants de l'environnement et des géants de l'alternative et des énergies renouvelables. Donc il y a un vrai défi pour nous d'organisation, de financement, de manière de susciter l'innovation au bon niveau, c'est-à-dire au niveau européen et pas seulement au niveau national, et d'organiser au niveau européen une stratégie qui va nous permettre de faire émerger des champions. Donc il y a quelques idées évidemment. Est-ce qu'il faut être dirigiste pour le progrès de demain, comme ça l'était dans les comme 30 c'était le cas à Glorieuses, l'époque, comme ça l'est en Chine, comme par ça l'est en exemple. Chine. C'est formidable d'être chinois. Vous vous rendez compte? Vous dites du jour au lendemain, je veux plus de pétrolette à essence. Terminé. Si vous ne nous la rapportez pas, si vous la changez pas quand elle arrive au garage, on la garde. C'est formidable. En plus, vous avez les moyens de passer à l'énergie, à la transition, c'est formidable. Bon, c'est une plaisanterie, alors, C'est évidemment une boutade. Je souhaite pas du tout. Non, qu'on mais rentre faites dans une attention aux enjeux de dictature à la financement. chinoise, quoi. Mais, C'est-à-dire que parfois, ça a du bon, le despote éclairé. Mais malheureusement, on se rend compte aussi que derrière le développement chinois, plutôt assez efficace, il y a un enjeu de hausse de l'endettement énorme aussi. C'est-à-dire que les 30 Glorieuses se sont faits sur les dos des pays émergents. Les 30 années qu'on suivi se sont faits sur le dos de l'endettement dans les pays occidentaux. Et on est maintenant dans une phase où les pays émergents eux-mêmes sont en train de s'endetter de manière importante. Donc il y a quand même une fuite en avant qui est risquée. Et il faut qu'on puisse réinventer, je le répète, je le disais tout à l'heure, une espèce de croissance soutenable, qui veut dire que la croissance doit avoir une préoccupation environnementale plus forte et un financement plus maîtrisé. Sur les deux pôles évoqués par François Siegel, sur lesquels on vient de parler, il y a le pôle numérique, le pôle digital. Ça, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer peut-être le potentiel du développement de ce pôle. Là, vous pouvez nous en dire quelques mots aujourd'hui, vers quoi se dirige-t-on? Alors, vous ne lisez pas dans les boules de cristal, on est bien d'accord, mais en fait, tout de même. La transition écologique et la transition numérique sont les deux grandes sources de transformation profonde, fondamentale, structurelle de nos sociétés à l'heure actuelle. Bon, pour la Chine et l'électrique, les voitures électriques, encore faut-il produire l'électricité. Et l'électricité, elle continue d'être produite au charbon. Mais ce qui est vrai en Chine, c'est que ce pays dispose de grandes plateformes numériques qui permettent d'utiliser les téléphones, les smartphones, comme porte d'entrée vers tous les types de services. Et je ne parle pas uniquement des plateformes d'achat sur Internet, par exemple, pour faire du commerce électronique. Je parle aussi des services publics, le paiement de l'impôt, l'inscription des enfants à l'école, le paiement des frais à l'hôpital public, etc. Ça veut dire que le numérique a fait son intrusion dans la vie de tous les Chinois au quotidien. Et c'est là qu'intervient le modèle européen, parce que je considère qu'une alternative est possible et qu'une alternative doit être possible, parce que l'Europe reste le continent qui affirme la protection de certaines libertés, dont le respect de la vie privée, des données personnelles, et une manière d'innover qui n'est plus centralisatrice, bureaucratique, technocratique, et qui consisterait à dire aux industriels ce qu'ils doivent faire parce que l'État en a décidé ainsi. Non, donc aujourd'hui, le dirigisme, de ce point de vue-là, c'est fini. Aujourd'hui, je trouve que le formidable potentiel du même en numérique Chine d'ailleurs, dans le numérique, passe dans le fait que chacune et chacun, où qu'il se trouve, peut inventer, peut décider d'innover avec une bonne idée, avec une bonne connectivité et avec l'accès à un réseau de personnes qui peuvent accompagner et financer. Eh bien, il est possible d'avoir un projet qui prospère et qui crée de l'emploi dans nos territoires. Et donc, c'est un modèle qui n'est pas du tout centralisateur, c'est tout l'inverse. Et c'est l'Europe qui peut défendre ce modèle d'innovation et de construction de l'avenir. Alors, votre livre s'intitule « L'art de l'innovation ». Tout à fait. Donc, avec un titre pareil, on se doute que vous avez quelques idées sur l'avenir quand même dans ce domaine du numérique, par exemple.
Donc justement, l'art de l'innovation, en tout cas, on a cherché, nous, à donner au plus grand nombre les clés permettant justement de développer sa créativité, sa capacité à innover. En affirmant une chose, c'est que toute innovation est toujours le fruit de la relation humaine. C'est la société, c'est la relation humaine qui est au cœur des processus de créativité, d'innovation. Donc vous êtes positif aussi, c'est l'humain qui est au centre. C'est l'humain qui doit être au centre, et il est au centre des processus de créativité, d'innovation. Et demain, il sera toujours au centre de cela, et à une époque où on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas certaines grandes sociétés qui sont en train de confisquer peut-être l'innovation. En effet, je pense que l'Europe, avec notamment sa position sur la neutralité du web, etc., eh bien, a un rôle à jouer pour permettre de donner en tout cas les clés de la créativité et de l'innovation au plus grand nombre. Et c'est peut-être ça, justement, là où l'Europe a un rôle à jouer. Mais ça va repasser aussi par réinventer nos modèles, notamment par rapport au travail. Et le modèle de l'intervention de l'État. Parce que ne pas être dirigiste ne veut pas dire que l'État ne peut rien faire. L'État, il a un rôle essentiel, d'abord dans la couverture numérique, tout simplement, pour donner au territoire la capacité d'innover et que ce ne soit pas seulement centralisé à la défense. 2, pour réguler, pour s'assurer que les marchés, effectivement, et notamment du côté des droits individuels à la donnée, mais aussi au-delà, que les marchés sont bien régulés, que parfois on peut intervenir sur des enjeux commerciaux au niveau européen, quand les Chinois en font un peu trop, et puis évidemment, essentiellement, sur tous les enjeux de formation. Parce qu'il faut qu'on ait un système de formation qui permette de s'adapter au progrès technologique, qui est maintenant beaucoup plus rapide que celui qu'on avait à l'époque dans les 30 Glorieuses. Donc il y a vraiment une réinvention du rôle de l'État. Ça ne veut pas dire la démission de l'État, c'est repenser le rôle de la puissance publique pour à la fois susciter l'innovation, l'organiser et la laisser émerger de manière beaucoup plus libre. On va voir un dernier extrait du documentaire, c'est Edgar Morin, le fameux sociologue qui s'exprimait dans ce documentaire sur l'accomplissement de la vie dans le loisir. Les êtres humains qui ont du temps libre, qui n'arrivent pas à se réaliser dans un travail monotone, travail d'usine ou travail de bureau, qui de plus ne se sentent plus engagés dans un monde où ils doivent obéir aux grandes valeurs, dans les grands systèmes comme la famille, comme l'État, où les individus sont atomisés, de plus en plus, où ils ont cette tendance profonde à vivre leur vie personnelle, mortelle. Ces vedettes, ces célébrités dont parle la presse, que ce soit la reine Elisabeth d'Angleterre, que ce soit Sacha Distel, Brigitte Bardot, enfin, vedettes de cinéma ou autres vedettes, ils orientent un courant fondamental dans la société qui est l'accomplissement de sa vie, justement, dans le loisir et dans la vie privée. Avec l'accès à la culture de masse, parce que, évidemment, les avancées technologiques donnaient davantage de temps, notamment aux femmes, et donc aux couples de ces fameuses 30 glorieuses. Lorsqu'on revoit votre une, là, de Oui Demain, avec ce dossier sur l'intelligence artificielle, on se dit que là aussi, les hommes, les femmes de cette planète vont avoir davantage de temps libre, peut-être demain, dans un futur très, très positif, pour le coup. Oui, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Il va falloir utiliser son temps autrement. Il y a une manière à positiver ce futur-là. Il y a un débat, on peut le regarder de façon optimiste ou de façon pessimiste. Il y a des tonnes d'études internationales là-dessus. C'est en gros, est-ce que la machine, on a déjà eu le coup avec la robotisation dans les usines, mais est-ce que la machine va supprimer l'emploi ou est-ce qu'au contraire, elle va en créer? Et on a vu ce débat ressurgir lors des dernières élections présidentielles. Je pense qu'il ne faut pas être pessimiste là-dessus, parce que de toute façon, si on est pessimiste, on est foutu. De toute façon, c'est clair. Voilà, donc il faut considérer que c'est aussi une façon pour nous de réapatrier, importer chez nous de la technologie, du savoir-faire, je dirais globalement, puisqu'on ne va pas courir après, évidemment, de la main-d'œuvre à bas coût dans des pays toujours sans cesse plus lointains, sans cesse plus pauvres, etc. Parce qu'on trouvera évidemment plus pauvre que la Chine, et après il y aura plus pauvre que toujours le plus pauvre. Donc globalement, je pense que ça peut être une chance, globalement, les métiers de l'intelligence artificielle. On commence à voir quand même, il y a des petits signaux qui permettent d'aller plutôt dans le bon sens. C'est que les sociétés globalement numériquement les plus développées, les sociétés du Nord bien sûr, la Suisse, le Danemark, etc. C'est des sociétés qui vont plutôt bien au point de vue emploi. Et globalement, je pense que c'est un tout. Je pense que globalement, j'espère en tout cas que le numérique ne sera pas la machine effectivement à détruire de l'emploi, mais il y a peut-être l'arme, voilà, et c'est pour ça qu'on reparle du revenu universel, qui est une idée aussi intéressante, qu'on ne peut pas mettre à la poubelle aussi comme ça, qui mérite effectivement d'être longuement maturée, mais qui peut être une réponse à une société où il y aura peut-être beaucoup plus de temps libre ou de travail fractionné. Alors, on a envie de vous entendre là-dessus, oui. Oui, alors on va avoir davantage de temps disponible, davantage de temps disponible. Rappelez que les technologies numériques, l'accès à Internet, c'est dans l'histoire de l'humanité la plus grande
porte ouverte sur le savoir, hein, sur la connaissance ouverte à tous, sur la démocratisation de l'accès à l'éducation. Et ça, c'est extraordinaire et ça ne va pas se terminer, au contraire. C'est le big data, c'est l'accès à l'information pour tous. Sur le sujet de l'emploi, eh bien, plus que jamais, il faudra que cette formation se fasse en continu, notamment grâce à l'accès à l'enseignement à distance, qui de plus en plus est gratuit d'ailleurs, qu'on trouve en ligne. Et pourquoi ? Eh bien parce que les métiers évoluent très rapidement. Ouais. Et c'est vrai parce que les robots vont prendre la place de métiers aujourd'hui traditionnels, Alors, quand on parle d'un ou les robot, métiers qui seront jugés traditionnels demain. On peut penser L'intelligence à une artificielle. tête avec des bras métalliques Ouais. articulés, c'est pas tellement ça. C'est-à-dire que les robots, ce sont des algorithmes, on les voit pas, Ouais. ils sont codés derrière des écrans, si je puis dire. Ouais. Et effectivement, ces robots vont remplacer les tâches, notamment les tâches très répétitives. Mais est-ce que c'est pas plus mal ? Est-ce que c'est pas plus mal qu'on ne soit plus atomisé, comme l'explique Edgar Morin, grâce aux robots. En revanche, Et le temps utile qu'on aura, du coup, on va l'utiliser à quoi ? À avoir accès à davantage d'informations. Et de savoir, et de relations humaines, et d'interaction. Donc la culture de masse va avoir une deuxième vie, nos une proches, troisième vie. il faut l'espérer. En tout cas, il faut avoir une gouvernance sur ces sujets, c'est-à-dire que tous ces outils, ces robots, ces algorithmes, il faut savoir comment et pourquoi on veut les utiliser, selon quelle finalité. Puis la culture de masse, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on est déjà en plein dedans. Les réseaux sociaux sont d'une certaine manière une nouvelle forme de culture de masse, un peu dangereuse d'ailleurs. Le président Obama l'a dit il y a quelques jours en disant du coup on se retrouve à la fois dans des bulles et sujet potentiellement à une propagande historique digne de la ferme des animaux de 1984. Moi je pense que le rapport au temps va changer. La manière dont on travaille va changer. Le télétravail, c'est aujourd'hui presque un détail, ça va devenir une vraie réalité. Télétravail, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un entrepreneur qui monte sa boîte au fin fond de la Charente parce qu'il a une bonne couverture numérique, le lien entre le travail à domicile et le travail dans l'entreprise va être de plus en plus ténu. Ce qui n'est pas évident pour nos modèles sociaux, nos modèles de régulation sociale, nos modèles de droit du travail. Donc là aussi, l'État et la puissance publique doivent s'adapter dans les 10 à 15 ans qui viennent à un rapport au travail qui va évoluer. Et finalement, à une frontière parfois entre le loisir et le travail qui elle-même va évoluer aussi. Donc il y a plein de défis de régulation, mais sans doute pas mal de bonheur à attendre. Ouais. Vous ne devez pas être surpris avec ce débat, parce que les machines qui remplacent les hommes, alors ça, c'est vraiment pas nouveau. Hein. Exactement, on est content aujourd'hui. C'est assez anxiogène, en réalité, aujourd'hui. C'est perçu comme tel. Ça fait peur, parce qu'en effet, on est encore dans une société basée sur le travail. Donc, inévitablement, si on vient me prendre mon travail, ça commence à être compliqué pour trouver ma place dans la société. Et donc, la question du revenu universel, elle a été posée à la dernière élection présidentielle et elle sera reposée encore régulièrement dans les années qui vont arriver. Parce qu'on a là peut-être la possibilité justement de réaliser finalement une utopie humaine, c'est-à-dire rendre chaque personne libre de son temps et du coup libre pour ensuite derrière travailler et créer. Donc plus librement, parce qu'après ça ne veut pas dire non plus que c'est la fin du travail. Non, c'est la fin peut-être d'un travail où on a moins de sens. Et d'ailleurs, d'un point de vue économique, il y a un aspect intéressant, c'est qu'aujourd'hui, plusieurs économistes et sociologues constatent l'émergence d'une classe qui travaillent sur des emplois avec faible valeur ajoutée sociale, où il y a peu de sens dans le travail. Et ça, c'est une vraie crise de sens de nos organisations aujourd'hui. Oui, je reviens sur ce que je disais effectivement en démarrant. Quand même, on est dans la cocotte minute. En ce moment, ça boue. On est en train de changer de société. On passe d'un modèle qui a fonctionné ô combien à un autre. Le nouveau modèle, on ne le voit pas bien. Globalement, nos hommes politiques, on ne va pas faire de politique, c'est quand même jusqu'à présent les héritiers d'un ancien système. Donc tout ça est extrêmement... Ça change un peu, ça. Tout ça est extrêmement compliqué. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a un mot, il faut trouver le moyen de réenchanter l'avenir. C'est ça, il faut montrer effectivement aux Français, nous on croise des jeunes toute la journée qui se posent moins toutes ces questions qu'on peut avoir nous, parce qu'eux ils sont optimistes effectivement quand ils voient leur avenir. Y compris dans l'innovation politique. En fait, je voudrais le donner à Axel Lemaire, puisque je pense que c'est la première à avoir fait une vraie loi en utilisant de la démocratie participative, dont on essaie de s'inspirer et de généraliser. Je pense que la manière dont on fait de la politique peut aussi réenchanter l'avenir. Donc on y travaille fort en tout cas et on espère qu'on n'est pas des héritiers de l'ancien. Des utopies à recréer. Alors 15 secondes peut-être pour le mot de la fin. Les Français sont un peu anxiogènes vis-à-vis de l'innovation et de leur avenir. Et il n'y a pas matière à l'être. Je crois qu'il faut avoir confiance, mais qu'il faut comprendre les enjeux et déterminer des modes de gouvernance qui passent par la régulation et la politique qui permettent de décider ensemble.
de ce que sera notre avenir. Merci vraiment à tous les quatre d'avoir participé à ce droit de suite où l'on s'interrogeait, vous l'avez compris, sur le progrès, mais comme gage d'un avenir meilleur pour les êtres humains. Vous pouvez bien entendu réagir à cette émission sur #DDS sur Twitter. Alors là, à mon avis, beaucoup de réactions. On sera au rendez-vous et vous serez, j'espère, au rendez-vous pour un prochain droit de suite avec son documentaire et son débat. À bientôt.